Donc nous étions au niveau des diasporiques. Oui, oui, c'était en conclusion pour dire que la diaspora, il faut la considérer comme un atout et comme un actif. Et à ce titre-là, vous allez forcément avoir une certaine approche de la question de la diaspora. Les questions de double nationalité sont beaucoup plus complexes qu'on le croit. Ce sont des questions de double fiscalité, ce sont des questions de prévention en matière de sécurité nationale, l'espionnage, les risques, etc. Beaucoup de gens font de l'espionnage sans s'en rendre compte, en fait. C'est-à-dire qu'il rapporte simplement des faits, mais il ne sait pas qu'il est en train de rapporter des faits qui relèvent de la sécurité nationale et qui sont peut-être proscrites. Vous avez des éléments également, le fait que dans le cas par exemple de la pension retraite, vous la payez où? Dans lequel des pays? Quand on considère que la pension, vous connaissez ce que c'est que les fonds de pension, c'est extrêmement important dans le monde économique et financier. Dadoum, vous le payez où? C'est tout ça. Et nous, au lieu de nous mettre dans des spéculations et dans des conjectures, on crée une haute autorité de la diaspora et on mène cette réflexion calmement, mais on commence d'abord par s'assurer que la diaspora peut entrer et sortir du Cameroun comme elle veut, sous réserve du respect de la loi et des questions de sécurité nationale. C'est tout. Alors, vous remettez en question dans votre discours les quotas pour les femmes et proposez une séparation des sexes au Parlement tout en défendant leurs droits, donc les congés, maternité, lutte contre la prostitution, ainsi que l'accompagnement des personnes handicapées. Alors, comment cette séparation garantit-elle l'égalité de la bonne entente entre hommes et femmes? Et en quoi vos mesures sociales participent-elles à une vraie justice pour tous? Alors, il faut que nous sachions une chose extrêmement importante, c'est que dans nos traditions, en général, il n'y a pas ce qu'on appelle le Parlement avec une Assemblée nationale et le Sénat. Ça, c'est l'organisation de l'État selon les Européens. Et pour nous, les Africains, devons faire très attention. Lorsque l'État est organisé, c'est la culture des autres. Parce que ce sont les réponses auxquelles un peuple parvient au fil de l'histoire. Ils sont parvenus à cette organisation en essayant de trouver des solutions aux contraintes auxquelles ils étaient exposés. Nous devons, malheureusement, ne pas suivre les Européens dans cette façon de faire qui oppose les hommes et les femmes, qui les mettent dans des conflits, dans une compétition interminable. Nous pensons en Afrique que les hommes et les femmes sont complémentaires et qu'ils doivent collaborer au lieu d'être en compétition tout le temps. La preuve, le fait qu'ils soient tout le temps en compétition va faire que on est obligé d'avoir des quotas pour les femmes. Et on va dire, bon, les femmes, on va mettre 30%. Quand nous étions à l'université, les femmes faisaient-elles 30% des cours? Est-ce qu'elles faisaient seulement 30% des contrôles de connaissances ou etc. Non. Elle faisait la totalité, donc il n'y a pas de raison que les femmes soient, que les femmes soient dans des quotas. Nous pouvons avoir des pays qui sont mieux gérés si nous permettons aux femmes d'avoir voix au chapitre, comme cela se faisait dans nos sociétés traditionnelles. Nous devons nous assurer que les femmes soient capables, d'ailleurs c'est elles qui donnent la vie, ce sont elles qui donnent la vie. Et elles doivent s'assurer que toutes nos lois respectent la vie. Donc, on va créer non pas un parlement organisé en Assemblée nationale et en Sénat avec des quotas pour les femmes. On va créer une chambre des femmes qui est la chambre haute, c'est-à-dire ce qui serait à peu près le Sénat aujourd'hui, et la chambre des hommes qui est la chambre basse, qui serait donc l'Assemblée nationale aujourd'hui. L'intérêt de cette façon de faire, c'est que les femmes auront librement et largement le temps de faire valoir leur point de vue dans un espace qui est le leur. Dans nos maisons traditionnelles, il y a l'espace des femmes et il y a l'espace des hommes. Il y a des espaces dans lesquels les femmes se regroupent, les hommes ne vont pas là-bas. Pourquoi? C'est parce que les femmes débattent d'un certain nombre de sujets qui vont permettre la bonne marche, non seulement de la maison, mais également du village et de l'État. Et à partir de là, il faut leur laisser l'espace où elles peuvent discuter entre elles. Et cette façon originale d'organiser l'État se base sur le matriarcat de nos sociétés traditionnelles. Tout simplement. Nous devons asseoir
toute notre organisation sociale sur nos traditions. Nous ne sommes pas obligés de faire comme les autres. Pas du tout. La Chine n'a pas organisé son État comme les Européens. Pas du tout. Elle a organisé ça en fonction de ses traditions. Et ça marche. Nous devons faire la même chose. Vous allez voir que ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant. Et ça va valoriser nos femmes. Ça va valoriser, revaloriser nos femmes, les restaurer dans leur dignité. Naturellement, les femmes donnent la vie. Mais regardez comment nos enfants sont. Un enfant qu'une femme abandonne alors qu'il n'a que 3 mois parce qu'elle doit aller travailler. Vous pensez que cet enfant va grandir comment? Nous devons leur donner au moins 6 mois, le temps du retour des couches, le temps de l'allaitement maternel, pour que nos enfants soient solides. Ça participe d'une stratégie de santé, une stratégie sanitaire pour notre pays. 6 mois de congé maternité, et à partir de 2031, nous allons leur accorder 11 mois. Nous ne serons pas le premier pays à le faire. Il y a tous les pays de la Scandinavie, l'Europe du Nord le font. Mais docteur, comment vous financez ça? Moi, je m'intéresse un peu à l'économie. Mais comment on finance quoi? Mais tout ça fait partie de la stratégie de création des emplois. Vous avez... En réalité, il faut comprendre l'emploi aujourd'hui. L'emploi aujourd'hui, c'est la gestion des compétences. Techniquement, c'est la gestion des compétences, des casiers. Je prends ce qui est là, on l'utilise, j'enlève et je remets. C'est la gestion des casiers. Et donc, du coup, vous risquez d'avoir les mêmes charges sans avoir nécessairement beaucoup plus de monde. Et cette gestion des casiers permet de donner la chance, par exemple, aux jeunes qui arrivent pour qu'ils puissent se former, pour qu'ils puissent se faire les dents. Parce que on a libéré de la place pendant 6 mois, on a besoin d'un stagiaire. Pendant 11 mois, on a besoin d'un stagiaire. C'est ça qu'on gère. En fait, c'est une stratégie de gestion de l'emploi. Mais en même temps, c'est une stratégie, si vous voulez, de respect des femmes et surtout une stratégie sur le plan sanitaire pour avoir des enfants robustes. C'est ce que les Danois font, c'est ce que les Suédois font, les Finlandais, les Norvégiens. Et vous savez que l'Europe du Nord, c'est la partie de l'Europe où on vit le mieux. Ils n'ont pas de problème d'emploi. Pourquoi nous, on en aurait? Mais, docteur, si vous me permettez, vous parlez du genre, mais quelle est votre... Je ne sais pas si vous avez une politique pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les écoles ou entreprises. Absolument. Nous devons nous assurer, il y a une chose, personne d'entre nous n'est né sans ceux qui n'ont aucune réduction de mobilité. Nous ne sommes pas nés comme ça parce que nous avons passé un concours. C'est un événement naturel. Certains même, c'est à cause des accidents au moment de la naissance qui se sont retrouvés avec une réduction de leur mobilité ou de leur capacité. Nous devrons nous assurer de 2 choses. 1, exactement comme nous sommes en train de régler la question des femmes, nous assurer que dans le cadre des emplois, nous sécurisons une partie des emplois pour ces personnes-là. Et cela doit être aligné sur leur pourcentage sur la population nationale. Si nous avons 0,5% de la population qui est en situation de handicap, nous devons nous assurer que dans la population, dans les emplois, qu'il y ait un pourcentage équivalent ou qui permette si vous voulez, d'intégrer toutes ces personnes-là. Le pays gère la satisfaction des besoins de tout le monde. Et l'une des choses que nous prévoyons, c'est des programmes spéciaux qui vont aller donc, de l'identification claire de ces personnes, de leur recensement, à l'adaptation des programmes scolaires et universitaires, au niveau de la formation. On adapte la formation pour eux, et ensuite maintenant au niveau des emplois, on s'assure que ces personnes-là ont effectivement non seulement les emplois qui leur correspondent, mais également les emplois de leurs rêves, mais surtout qu'on s'assure qu'ils trouvent de la joie et du bonheur comme tout le monde à travailler là où ils travaillent. C'est toutes ces politiques, c'est ces programmes que j'ai appelés dans mon projet des programmes spéciaux qui concernent ces personnes-là. Mais vous voulez former la jeunesse, financer les jeunes entrepreneurs et soutenir aussi des projets innovants, comme je l'ai suivi, le développement de Silicon Mountain. Mais comment assurer que tous les jeunes aient les mêmes chances d'avoir un financement? Et quels outils comptez-vous utiliser pour suivre les projets et mesurer leur impact sur l'économie du pays, donc du Cameroun? Écoutez, nous avons ce à quoi nous avons pensé, c'est que la première chose, nos jeunes doivent être très rigoureusement formés.
Et ça va impliquer des sacrifices pour tout le monde. L'État va financer massivement l'éducation parce que notre objectif est d'avoir 100 000 ingénieurs par an à partir de 2032. Et je prends les ingénieurs parce que c'est le cœur du système de formation en sciences et technologies. 70% de nos jeunes doivent être orientés vers les STEM, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous allons faire un deal avec les jeunes. Pas de réseaux sociaux. Vous allez sur les réseaux sociaux 60 minutes par jour et vous choisissez un réseau social. En contrepartie, quand vous êtes étudiant, nous, on va vous donner 100 000 francs de bourse si vous êtes en licence, 150 000 en master, 200 000 en doctorat. Et nous allons évaluer parce que vous devez mériter cette bourse-là. Si vous passez votre temps à avoir de l'argent et à jouer, nous allons vous la retirer. Mais ça fait partie du deal qu'on va avoir avec la jeunesse. Et comme nous allons faire de la planification parce que nous mettrons en place une économie dirigée et planifiée, nous saurons que si nous avons 100 000 ingénieurs à la fin de l'année, nous avons planifié le recrutement de 100 000 ingénieurs. Il n'y a pas de hasard. Les histoires que je vois aujourd'hui au Cameroun, où nous avons des jeunes qui ont des masters et qui conduisent les motos, ça doit cesser. Des femmes, des jeunes femmes qui ont des masters, mais après doivent aller faire une formation pour apprendre à faire des ongles. Non. Pourquoi on l'a formé pendant 5 ans d'abord? Nous devons planifier, notre économie doit être planifiée de telle sorte qu'au moment où les jeunes sortent, achèvent leurs études, il y a des emplois qui les attendent. Et pour cela, il faut miser sur l'innovation, sur la technologie. Et ces choses-là vont être construites à partir de cette planification rigoureuse. Voilà pourquoi nous allons financer les jeunes. Vous avez parlé de Silicon Mountain, c'est un hub technologique, tout ce qui est digital au Cameroun, dans la ville de Buea. Et nous allons déjà développer tout cela dans les 10 capitales de région. Et pour que les jeunes puissent innover au maximum, nous allons nous assurer que chaque université, il y a déjà 11 universités d'État au Cameroun, nous allons en créer d'autres qui seront spécialisées, qui sont des universités des sciences et des technologies, tout comme des lycées des sciences et des technologies. Et il y aura dans chaque université publique un incubateur d'entreprise et un fonds d'investissement. Ça permet qu'il y a toujours de l'innovation qui est soutenue et de la création des entreprises et donc la création des emplois. Voilà comment nous pensons, entre autres choses, les solutions que nous apportons à côté du fait que l'État est lui-même un État entrepreneur et que nous allons travailler sur la constitution d'un capital privé national en soutenant les chefs d'entreprise à travers des leviers comme la commande publique, comme être prestataire ou être fournisseur des entreprises d'État. Et ces financements des jeunes qui sont donc rigoureusement formés, nous sommes certains que ce sera bien géré parce qu'il y aura un système de contrôle qui sera également mis en place. Vous me parlez de l'égalité des chances de financement. La seule façon d'assurer l'égalité des chances de financement, c'est d'assurer la même qualité de formation à tout le monde. Si vous vous assurez que les jeunes sont formés de la même manière rigoureuse, eh bien, ils auront la même égalité de chances parce que l'incubateur, ils vont en fait être capables du même niveau d'innovation au moment où ils sortent, où ils achèvent leurs études, où ils auront à peu près le même niveau de maîtrise de leur secteur au moment où ils sortent, où ils achèvent leurs études. Nous allons y veiller et la déconcentration des fonds dans chaque université, dans chaque région, va faire que partout, on aura en fait là. Et nous prévoyons un fonds pour les jeunes inventeurs et start-upers spécifiquement, qui sont en dehors de l'université ou qui sont déjà sortis de l'université, de l'ordre de l'équivalent de 100 milliards de francs CFA dès 2026. Voilà ce que nous prévoyons. Et l'impact sur l'économie, ce seront beaucoup d'emplois, beaucoup de création d'entreprises, beaucoup d'innovation. Et tout ça va permettre d'élever le niveau de culture générale dans le pays et surtout le niveau de la qualité des produits et des services dans le pays. Tout à l'heure, vous étiez en train de vous plaindre de la qualité de la connexion, mais il faut que nous ayons aujourd'hui des solutions développées par nos ingénieurs qui permettent de fluidifier la connexion, par exemple à Internet, de manière générale, et c'est ça qui va permettre de soutenir l'économie digitale. Vous ne pouvez pas avoir une bonne économie digitale si vous avez une connexion Internet de mauvaise qualité.
Et pour ça, de manière concomitante, on va soutenir les ingénieurs, les scientifiques, les techniciens qui sont dans le domaine. Mais docteur, le système éducatif africain actuel, c'est un héritage colonial. Qu'est-ce que vous en faites? Ah non, c'est pour ça que je ne parle pas de l'éducation. Vous avez remarqué que je ne parle pas du système éducatif actuel. Je vous parle du système éducatif de demain. Parce que la libération précède l'éducation. C'est celui qui est au pouvoir qui décide du type d'éducation qui va être donné. Par exemple, au Cameroun, ce que nous prévoyons, c'est que tous les livres seront écrits par des Camerounais ou alors par des invités, des scientifiques parmi les meilleurs dans le monde qui seront invités, les meilleurs pédagogues dans le monde sont invités par la Fondation nationale du livre. Et les livres ne seront plus, par exemple, imprimés à l'extérieur. L'État va créer une société parapublique avec les libraires, les imprimeurs, et grâce à ça, ils vont donc imprimer tous les livres, tous les cahiers, tout ce qui se fait, et ils pourront les déposer dans les lycées, dans les collèges, dans les établissements scolaires. Avec ça, les parents n'auront plus besoin de se mouiller pour aller acheter les livres, aller acheter les cahiers. Non! On sait quelle est la classe de votre enfant, les listes sont transmises, et cette société parapublique vient à l'école déposer les cahiers et les livres de l'enfant. Tout simplement. Et avec ça, vous voyez que c'est une grosse opportunité économique. Le Cameroun, l'année dernière, pour la rentrée scolaire de l'année dernière, aurait dépensé autour de 1000 milliards de francs CFA. Pourquoi est-ce que ça doit nous échapper, nous les Camerounais? 1,5 milliard de 1,5 milliard d'euros. Pourquoi? Ça doit rester ici et ça va permettre de stimuler l'économie. Les choses que vous me posez la question de ça tout à l'heure, comment on va financer un certain nombre de choses? Mais pas des choses comme ça. En évitant de perdre de l'argent, en évitant en essayant, en faisant tout pour maîtriser les technologies qui nous permettent de produire pour satisfaire nos besoins primaires. Les livres et les cahiers, c'est primaire. Sans compter maintenant que, après, vous avez des agendas, des blocs-notes, tellement de choses que cette entreprise peut produire et nous allons pouvoir, de cette façon-là, créer tout un écosystème économique autour du livre et de tout ce qui est support papier. Mais en même temps, nous allons développer l'économie digitale pour que nos enfants ne fassent plus seulement l'école avec les livres et les cahiers. Ça veut dire qu'il y a toute une industrie informatique qu'il faut aussi développer. Et si nous la développons chez nous, mais vous voyez que c'est tout ça qui permet de créer des emplois. Et tous ces emplois sont liés aux besoins réels de nos peuples. Pas les histoires où on va vouloir cultiver le blé dans un pays où on mange le mil et le sorgho. Non. On va aligner tout ce que nous faisons sur les besoins réels et quotidiens du peuple camerounais. Voilà comment nous allons nous assurer, par exemple, que, effectivement, les livres, les cahiers, bref, les fournitures scolaires soient des choses qui représentent un écosystème industriel et économique que nous devons rapidement maîtriser. Je vous rappelle, par exemple, au Cameroun, il y a eu 8 millions d'élèves l'année dernière, les élèves de la maternelle au secondaire, 8 millions. À votre avis, si chacun de ces élèves a acheté en moyenne une dizaine de cahiers, ça fait combien? Ça fait 80 millions de cahiers. Combien de ces cahiers ont été produits au Cameroun? Imaginez la production de 80 millions de cahiers. Nous devons maîtriser ce genre de choses et nous assurer que ça génère donc des emplois, ça génère de la trésorerie et ça génère de l'innovation technologique. Alors, je reste toujours concentré sur votre discours. Vous souhaitez rétablir les traditions africaines, donner un rôle aux autorités traditionnelles, créer un pouvoir coutumier et célébrer les héros africains pour renforcer l'unité. Mais comment donner une vraie légitimité à ce nouveau pouvoir traditionnel? Comment allez-vous encourager tous les citoyens camerounais à participer à cette démarche de réconciliation et de respect des traditions? Aujourd'hui, il faut avouer que bien souvent, les gens sont pris dans le dilemme de Samba Diallo, pris entre la culture occidentale et la culture traditionnelle, et au fond, ils ne sont plus ni africains, ni ne sont devenus européens, par exemple, occidentaux, européens, par exemple. Il y a quelque chose de très bizarre chez nous, c'est de considérer, je vous ai parlé de la théorie de Henry Morgan précédemment,
Et il faut savoir que ces gens-là, ils ont installé chez nous le mépris de nos autorités traditionnelles qui sont pourtant des monarques. Et en tant que monarques, nous devons revaloriser leur position. Il ne peut pas y avoir le fait que le sous-préfet peut marcher sur une autorité traditionnelle n'importe comment. Non, c'est pas sérieux. Pour cela, nous allons créer, ce que je propose, c'est de créer un pouvoir traditionnel à côté du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif, qu'on ait un pouvoir traditionnel africain. Ça va faire que on va situer nos autorités traditionnelles à un niveau qui est au-dessus de l'administration. Ça, c'est très important. Et ce n'est que de cette façon qu'on pourra donc faire entrer nos traditions aisément dans la vie quotidienne parce que ça constitue un pouvoir. De la même manière qu'on a un ministère. Si vous me permettez, ce pouvoir traditionnel sera au-dessus des lois. Non, le pouvoir judiciaire, même si c'est lui qui parle des lois, qui n'est pas au-dessus des lois, pas du tout. Ce sera simplement que, protocolairement, un sous-préfet ne sera plus au-dessus de l'autorité traditionnelle. Et ça va faire qu'on va cesser de créer des chefferies un peu partout là qui ne représentent rien du tout, qui n'ont aucune légitimité historique. On va refaire une étude anthropologique. Nous avons la chance qu'en 1913, il y a une carte du Cameroun qui indique où se trouvaient quelles autorités traditionnelles. Et à partir de là, on va s'assurer que ces autorités-là on va retrouver les relations qui existaient entre ces différentes autorités et on va pouvoir avancer. Donc, il y aura cela et nous allons organiser des célébrations. Il y aura une journée nationale des ancêtres qui sera une journée nationale fériée et chômée. Et les gens vont donc célébrer leurs ancêtres ce jour-là. Et le fait que ce soit célébré et institué, constitutionnalisé, va nous ramener progressivement vers nos traditions. Et en plus, nous allons avoir des semaines nationales de célébration de nos traditions qui vont être soutenues par l'État. Donc, c'est tout ça qui va nous permettre de restaurer progressivement nos traditions et de redonner à notre peuple la grandeur qui a toujours été la sienne. Nous devons nous savoir que rien dans le mode de fonctionnement des autres peuples n'est fondé sur la culture des autres. Tout est fondé sur leur propre culture. Et nous devons donc fonder ces choses sur nos cultures parce que le dialogue même des traditions, le dialogue entre les peuples, le dialogue international entre les peuples est un dialogue malheureusement qui n'a aucun sens quand il s'agit des Africains parce qu'ils n'apportent rien d'extraordinaire. Ils apportent le folklore, on s'habille d'une façon là, après on tape le tam-tam 2-3 fois, mais c'est pas ça les traditions africaines. Comment l'Afrique gérait-elle l'État? Voilà une tradition africaine. Mais la tradition, ce n'est pas seulement les choses spirituelles ou mystiques, non. Comment l'Afrique gérait-elle l'État? Comment l'Afrique organisait-elle l'économie? Comment gérait-elle la monnaie? Comment faisait-elle de la manufacture? Comment gérait-elle les transactions commerciales? Mais c'est ça les traditions. Les gens s'imaginent que les traditions, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle les traditions. Et c'est ça qu'il faut remettre au goût du jour parce que il n'est pas sûr que la façon dont les autres le font soit particulièrement convaincante. En tout cas, quand on regarde l'état de l'Afrique aujourd'hui, on n'est pas convaincu par cette façon de faire. Et le Cameroun doit pouvoir revaloriser ces traditions pour s'assurer de fonder tout son vécu sur ces traditions-là. Tout à l'heure, on parlait, là, en parlant du dialogue national, quelque chose m'est revenu qui est relatif à, si vous voulez, à la politique étrangère que j'aimerais implémenter. J'estime que l'ONU, le système de l'ONU est né d'une réflexion en temps de guerre. Et vous voyez que ça, la guerre perdure. Il faut passer de cette réflexion-là à une réflexion qui va naître aujourd'hui en temps de paix pour créer, pour transformer totalement ce système. Je pense qu'il faut maintenir une organisation internationale comme celle-là, mais telle qu'elle existe aujourd'hui, il faut la transformer. Et je vais vous parler d'une seule petite chose, le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité doit être changé pour que ce ne soit plus les pays qui sont déclarés vainqueurs de la guerre en 1945 qui soient représentés. Ce doit être des représentants des continents. Les continents doivent s'entendre pour désigner un représentant au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Vous voyez que pour désigner un tel représentant, les Américains sont obligés de s'entendre avec Cuba et avec Venezuela pour désigner le représentant de l'Amérique. Les Européens sont obligés de s'entendre avec la Russie. La France, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni sont obligés de s'entendre avec la Russie. La Chine
Et en Asie, il n'y a pas énormément de friction, mais le Japon va être obligé de s'entendre avec la Corée du Nord, et la Corée du Nord est obligée de s'entendre avec tous les autres, et tout le monde doit s'entendre. Et l'Iran et l'Irak, l'Iran, Israël, qui sont en Asie, doivent pouvoir s'entendre pour désigner le représentant de l'Asie. L'Afrique, on doit pouvoir tous s'entendre pour désigner un représentant. Alors, éviter l'histoire que les gens viennent nous raconter. En fait, les gens viennent nous manipuler en disant, oui, on va donner 2 postes de représentants à l'Afrique au Conseil de sécurité. Non. Vous avez le droit de veto. Est-ce que les représentants de l'Afrique vont avoir le droit de veto? Et un pays qui vient chez vous mendier le riz, mendier le blé, vous allez vous asseoir au Conseil de sécurité, vous allez parler de quoi? Chaque fois que vous voulez prendre une décision, vous allez lui dire, on va t'envoyer 3 bateaux de riz, vote pour nous. Non, ce n'est pas ça. Il faut que ce soit un représentant des continents. Comme ça va faire que la paix qui sera construite, l'entente, le consensus construit au niveau des continents vont être portés au niveau international et notre monde changera certainement.